Bonsoir à tous, nous sommes absolument ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence co-organisée par Faunalfort et le Jane Goodall Institute dans le cadre de ce que nous appelons les conférences de Jane. Et ce soir, nous recevons avec un plaisir non dissimulé, j'ai l'impression d'être aux Oscars, Béatrice Louisy. Béatrice a obtenu un prix du jeune chercheur du Jane Goodall Institute l'année dernière et c'est vraiment à l'unanimité du jury que ce prix a été décerné. Nous avons été extrêmement touchés par la qualité de ses études, la façon dont elle se positionnait, je vais y revenir dessus, mais avant, puisqu'on a eu la chance d'entendre son papa et sa maman, je voulais dire qu'on sent, dès qu'on échange avec Béatrice, sa passion pour l'étude des animaux qui remonte jusqu'à l'enfance, puisque grâce au travail de ses parents, elle a vécu en Tanzanie à l'âge de 5 ans, où elle a eu la chance de découvrir les réserves naturelles qui peuvent y être et qui sont absolument merveilleuses, qui l'ont vraiment marquée, et le lien qu'elle a pu avoir avec le Jane Goodall Institute et Faunalfort, puisqu'elle y a été bénévole pendant 2 ans. Donc la boucle est bouclée aujourd'hui alors qu'elle est chercheuse, et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir, Béatrice. Merci. On a trouvé extrêmement intéressant dans votre parcours le fait que vous ayez fait à la fois des études vétérinaires tout en cultivant votre passion pour l'éthologie et plus particulièrement pour le comportement des primates. Euh, L'étude que vous aviez pu faire, qui est un stage d'études, si mes souvenirs sont bons, sur les lémuriens à Madagascar, où vous cherchiez à identifier des différences comportementales entre les individus qui sont en semi-liberté et ceux qui sont en liberté. C'était déjà, on trouve déjà en filigrane ce qui va être un de vos fils rouges, c'est-à-dire trouver des moyens d'améliorer la vie de ces animaux sauvages et comment un vivre ensemble apaisé entre les humains et ces animaux sauvages, quels qu'ils soient, va pouvoir être rendu possible. Le fait que vous ayez participé lors de votre étude en master sur une étude sur le stress du chien en consultation vétérinaire, je trouvais ça extrêmement intéressant puisque là aussi, c'est des signes de détresse, les mauvais signes de communication. Donc là aussi, on reprend le fil rouge de vos études et de ce qui fonde votre engagement. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, le projet que vous allez nous présenter, vous l'avez initié en collaboration avec l'Université de Lincoln et vous étiez encadré, si mes souvenirs sont bons, par Laetitia Maréchal. Euh, et donc, vous avez étudié les réactions comportementales des macaques berbères face aux humains en imitant leurs expressions faciales. Et donc, en allant à Terre de Singe, qui est un lieu que les Français nous connaissons bien, où cette espèce est en semi-liberté dans un très grand enclos qui à la fois permet une semi-immersion et donc qui permet également une rencontre rapprochée avec les visiteurs. C'est ce qui a initié votre thèse de doctorat et cette préservation de l'ensemble des êtres vivants, cette préservation et ce choix d'étudier ce point de connexion entre les deux animaux que nous, les humains, sommes et que les macaques également peuvent être, fait l'objet d'une étude qu'on a trouvée passionnante et vous allez tous être ravis d'écouter Béatrice bien plus que moi. À vous, Béatrice. Merci beaucoup pour votre conférence de ce soir. Bah, merci pour cette présentation qui était, déjà très, vous avez dit beaucoup déjà. Est-ce que mon écran est partagé là en ce moment ou pas? Non, pas encore. On vous voit, vous. OK. Alors je vais, ouvrir mon écran. Ça y est, je viens de seulement de vous y autoriser, pardon. OK, donc là c'est bon, vous voyez mon écran? Pas encore. Mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûre. Une dernière tentative? Sinon, ça va être sans filet à l'oral. Je peux, mais il y avait des photos jolies. Je sais que vous pouvez. Vous nous l'avez fait. Vous avez su toujours être haletante. Et bonsoir Yann Toine, pardon.
Alors. Ah, les affres du direct. Il faut parfois autoriser le... Ah, peut-être que c'est ça. Alors, moi, j'ai autorisé de mon côté. Alors, peut-être que c'est ça. Condividere. Pour Béatrice. Merci, Tony. J'étais en train de revérifier partout. Moi, ils disent que je peux partager, mais C'est déjà bien. je peux partager mon écran. Est-ce qu'il vous propose différents écrans, peut-être? Et vous pouvez en choisir un. J'adore, parce que déjà, quand ça nous arrive à deux, ça stresse tout le monde. Mais là, c'est toujours... Alors, je vais montrer ça. C'est bizarre, normalement, ça fonctionne automatiquement. Oui. Alors, hop. Désolée, Général, je ne peux pas peut-être. pour vous aider. Peut-être ça? Non. Quand vous appuyez sur partager l'écran, il vous dit quoi? Alors, moi, j'étais dans les partages Non, en fait, en vidéo en bas. en bas, oui, vous avez une icône carrée avec une flèche pointée vers le haut qui met partager Ouais. l'écran. Ah, et ben voilà. OK. Ah ben, super. Et voilà, c'était pas si dur. Génial. OK. Tout le monde voit. Tout à Sauf fait. que, Il faut que vous passiez en affichage ouais, c'est ça. tranché. Parfait. D'accord. Alors, je vais juste enlever ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, bonsoir à tous. Merci déjà pour cette présentation. Donc, moi, je vais vous parler de la communication entre l'humain et l'animal assez généralement, puis d'un cas d'incompréhension entre le macaque berbère et les humains. Donc, d'abord, je veux remercier le Jane Goodall Institute France et Faune Alfort pour l'organisation de cette conférence et également pour le prix qui m'a été décerné du jeune chercheur. Et comme bien sûr, on ne fait jamais un travail toute seule, je remercie Laetitia Maréchal qui m'a encadrée pour cette étude et qui a eu l'idée principale de cette étude, qui vient de l'Université de Lincoln. Les soigneurs et le vétérinaire de Terre de Singe, qui est le zoo où j'ai pu faire cette étude, et puis mes encadrants, autant de master de l'Université de Strasbourg et de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc, j'ai déjà été pas mal présentée. Donc, moi, je suis vétérinaire. J'ai été diplômée en décembre 2019. Et actuellement, je travaille avec des animaux de compagnie à Grenoble. Et en fait, depuis que je suis toute petite, donc voilà, ça a été dit, j'ai eu la chance de vivre en Tanzanie où déjà, j'ai eu la chance de voir des animaux sauvages depuis que j'étais toute petite. J'ai voulu mieux comprendre les animaux, leur comportement, et j'ai toujours eu une certaine préférence pour les primates. Pendant mes études vétérinaires, j'ai fait une expérience à Madagascar où j'ai étudié des lémuriens et je regardais voilà, les différences entre des lémuriens qui étaient en cage et des lémuriens qui étaient en semi-liberté. Et puis, à la fin de mes études, à la place d'une 5e année classique, j'ai fait un master 2 recherche en éthologie, écologie et écophysiologie à l'université de Strasbourg.
Et c'est pour ce master et également pour mon projet de thèse d'exercice vétérinaire que j'ai fait l'étude sur les macaques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais présenter tout ça en deux grandes parties. D'abord, un contexte plus général sur la communication et les expressions faciales, parce que c'est le type de communication que j'ai le plus étudié chez les macaques. Vous parlez ensuite du tourisme de la faune sauvage, parce que ça regarde, parce que les macaques berbères sont des animaux très visités par des touristes ou vus dans les zoos. Un peu mieux présenter l'espèce et puis vous présenter plus classiquement l'étude que j'ai faite sur un groupe de macaques dans un zoo. Donc, de manière assez basique, je vous ai remis ce que c'était la communication. Donc, c'est un signal qui peut exprimer un message précis ou tout simplement une émotion qui va être émis par un émetteur et reçu par un receveur qui, normalement, va le comprendre. Donc là, j'ai mis un exemple, j'ai juste mis une photo avec deux chats, mais on imagine bien que le chat qui reçoit le message comprend le message. Donc, ce signal en question, là, à partir de là, je vais plutôt utiliser des exemples de primates parce que c'est ce que j'ai le plus étudié. Ça peut être des vocalisations comme des cris d'alarme, des cris de contact, d'affiliation. Et chez les primates, on voit que les vocalisations sont surtout utilisées lorsque ce sont des animaux qui ne vivent pas en groupe, en grosse communauté, mais qui vivent plutôt un individu loin de l'autre, donc sur des longues distances. Et des chercheurs ont vu aussi que c'était utilisé pour des animaux qui étaient dans des milieux arboricoles, donc des milieux qui sont sombres et denses, où finalement on ne voit pas très bien et donc on communique plus avec des vocalisations. Donc là, dans la photo, je vous ai mis un indri-indri. C'est un lémurien, c'est le plus grand lémurien de Madagascar. Et en fait, ils sont connus pour communiquer avec des cris qu'on entend parfois dans la forêt, même si l'indri-indri est à des kilomètres de distance. Un autre type de signal, c'est les mouvements corporels et la gestuelle. Donc, chez les primates, ça va être de la gestuelle au niveau des mains, au niveau des bras. Après, chez les autres animaux, ça peut être aussi beaucoup l'utilisation de bouger la queue ou bouger les pattes, effectivement. Il y a également la communication sémiochimique, donc ça va être via des phéromones ou des odeurs. Donc chez les primates, c'est pas très utilisé les phéromones, mais c'est utilisé par exemple par les makikata. Donc les mâles makikata, ils ont des glandes au niveau de leur poignet et ils frottent leur queue. Et ensuite, lorsqu'ils agitent la queue, bah, ça libère ces phéromones et c'est pas mal utilisé dans la communication à des fins de reproduction. Mais pour les autres animaux, bon, bah, va y avoir aussi des odeurs pour attirer le partenaire sexuel ou par exemple des odeurs repoussantes. Si on pense à l'opossum qui va libérer une odeur un peu putride lorsque un prédateur le trouve. Et enfin, la communication faciale, qui est celle que j'ai le plus étudiée. Donc ça va être chez des animaux qui ont déjà une musculature faciale qui permet de faire des signes assez précis. Mais c'est très utilisé chez les primates, principalement chez les primates qui vivent en groupe, donc qui vivent assez proches pour se voir et pour se voir de très près et, euh, et voir distinguer des petites différences sur le visage. Je ne sais pas si vous reconnaissez le singe dans cette photo. Il a été assez connu parce que c'est un singe qui a volé la caméra d'un photographe animalier et qui ensuite a fait des selfies. Et donc ça, c'est un de ces selfies. Donc, plus précisément, pour vous parler de la communication par expression faciale, ça a été au début, bien sûr, étudié chez les humains par un neurologue qui s'appelait Guillaume Duchesne de Boulogne. Donc, son étude, il l'a sortie en 1862. Et en fait, lui, il essayait de comprendre comment étaient faites les expressions faciales, à partir de quels muscles. Et en fait, il a fait des études sur des personnes qui étaient paralysées du visage. Et avec des électrodes, il s'est mis en fait, à stimuler les différents muscles et à essayer de refaire en fait les expressions faciales qu'on connaît nous. Et voilà. Et à l'époque, c'était étudié pour mieux comprendre les émotions et comment on les faisait.
Duchenne, c'est également celui qui a donné son nom au sourire de Duchenne, qui est le sourire humain. Parce qu'en fait, parfois on parle de sourire chez les animaux, mais en fait, le sourire humain, il est fait des lèvres qui s'ouvrent et on montre les dents, mais également des yeux qui se plissent et donc des pommettes qui remontent un peu. Et en fait, chez les autres animaux, on ne retrouve pas ce sourire-là qui est complet et qui est le sourire honnête de l'homme. Après, quand on sourit de manière un peu hypocrite, justement, on ne fait pas un sourire de Duchenne. Et ensuite, 10 ans plus tard, Darwin, lui aussi, a fait des études sur les expressions faciales et il a même cherché un lien entre les expressions faciales des animaux et les expressions faciales des humains euh, pour voir voilà, s'il y avait une évolution, si, est-ce qu'il y aurait justement une expression faciale commune et qu'après, avec l'évolution, on retrouverait des liens entre les différentes expressions. Puis, plus tard, en 1970, l'autre grand chercheur qui a travaillé sur l'expression faciale, c'est Paul Ekman et son équipe, qui était lui, c'était un chercheur en psychologie. Lui, il a émis une théorie de l'universalité, c'est-à-dire qu'il a dit que chez les humains, il y aurait 6 émotions euh, pour lesquelles les expressions faciales seraient universelles, qui sont la tristesse, le dégoût, la joie, la surprise, la colère, euh, et j'en oublie une. Bon, ça me reviendra. Et, euh, et pour étudier ça, ils ont aussi inventé un système pour décoder complètement toutes les expressions faciales en regardant chaque mouvement des muscles. Et ça, c'est le système FACS, ça veut dire Facial Action Coding System. Donc là, je vous ai mis une photo d'exemple, donc vous pouvez voir que chaque petit mouvement est codé par une unité d'action. Et en fait, le fait d'avoir un système comme ça qui est précis, ça permet ensuite de faire des études beaucoup plus quantitatives des expressions faciales et de ce que ça peut exprimer. Et en fait, il se trouve que ces fax, ce système de codage, il a été inventé aussi pour certains animaux. Donc, ça a été fait pour des animaux domestiques. Ça existe chez le chien, le chat et le cheval pour les animaux domestiques. Et pour vous donner un exemple, le fax du chien, ça a servi dans une étude qui a démontré que le chien, il exprime plus d'expressions faciales lorsqu'il est regardé par un être humain que lorsqu'il n'y a pas d'être humain qui le regarde. Donc, souvent, il communique par expression faciale avec l'être humain. Et regarder les expressions faciales, ça sert aussi pour les animaux d'expérimentation. Donc, je vous ai mis l'exemple de la souris. Donc, ça s'appelle la Mouse Grimace Scale. Ça permet de faire des scores de douleur chez la souris. Et donc, ça peut permettre de voir si un traitement fonctionne bien et aussi d'assurer le bien-être des animaux de laboratoire. Et en fait, on utilise l'équivalent d'unité d'action, donc la contraction des orbites, le plissement du nez. Et selon l'état de cette contraction musculaire, on va dire, on met une note et ensuite on fait un score et on peut dire, bon, la souris a plus ou moins mal. Et il y a des fax qui ont été faits aussi pour des animaux sauvages. Pour les animaux sauvages, pour l'instant, il n'y en a que chez des primates. Donc, il y a le gibbon, les macaques, les chimpanzés et les orang-outans. Donc là, je vous ai mis un des exemples de décodage d'expression faciale assez classique du chimpanzé avec des fax. Tous les fax qui ont été faits pour les animaux, on peut les retrouver sur un site de l'université de Portsmouth parce que c'est là-bas qu'ils ont beaucoup étudié ça. Et mieux comprendre les expressions faciales des animaux, déjà, ça nous donne une idée de leur communication entre eux, mais ça a permis aussi de faire des études interespèces, plus principalement entre les animaux et l'humain. Et en fait, on a vu que les animaux sont plutôt doués, enfin les animaux qui côtoient les humains sont plutôt doués pour discerner les différentes expressions faciales des humains. Donc les chiens comprennent très bien quand une personne est énervée, contente, surprise. Les chevaux également, ils ont vu que quand on montrait des images d'un humain qui est énervé, un cheval, son rythme cardiaque va augmenter, il va être assez stressé. Les chèvres aussi, ils ont fait des tests de préférence et ils ont vu qu'une chèvre va plutôt aller vers le visage d'un humain qui est content plutôt que d'un humain qui est énervé. Et même chez le panda, assez étonnamment, ils ont vu qu'ils avaient la capacité de reconnaître les expressions faciales des humains.
Alors, bien sûr, voilà, ça, c'est des études qui sont faites sur des animaux qui côtoient les humains. Donc, c'était des pandas qui voyaient souvent des humains et donc qui avaient cette capacité quand même de les reconnaître. Alors que les humains, on est moins doués pour reconnaître les expressions faciales. Il y a une étude qui a été faite chez des enfants entre 4 et 6 ans, donc c'est assez tôt, qui a montré que les enfants ne comprennent pas bien les expressions faciales des chiens et donc ne peuvent pas prévenir une éventuelle agression. Donc ça, c'est c'est intéressant de voir ça pour voir qu'en fait, à un certain âge, même si le chien prévient qu'il va mordre ou quoi que ce soit, et ben, les enfants, ils ont du mal à le comprendre. Et en fait, le risque en général de la part de nous, les humains, c'est de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de considérer que les autres animaux euh, expriment les choses de la même manière que nous, ou qui font des choses de la même manière que nous, qu'ils ont les mêmes codes de communication. Et là, dans l'image, je vous ai mis Ham, c'est un chimpanzé qui a été utilisé par la NASA dans les années 60. En fait, ils l'ont mis dans une petite navette spatiale et puis ils l'ont envoyé en orbite pendant 16 minutes. Et lorsqu'il est revenu, ils lui ont donné une pomme, ils ont pris cette photo et tout le monde a dit: «Ah, il a l'air tellement heureux, il a l'air tellement fier de ce qu'il il a fait ça pour la NASA». Et en fait, il se trouve que ce chimpanzé, il était complètement terrorisé et qu'en fait, ce sourire, c'est pas un sourire de joie. Et, et j'avais lu un article qui disait que Jane Goodall avait dit qu'elle avait jamais vu un singe aussi terrorisé que ce pauvre Ham qui a été envoyé en orbite dans une navette spatiale. Tout à fait. Donc là, je voulais vous parler du tourisme de la faune sauvage parce que forcément, qui dit communication dit en général être proche. Et en fait, il se trouve qu'il y a de plus en plus maintenant de situations où on se retrouve proche d'animaux sauvages. Et ça, bah, c'est parce que le wildlife tourism, c'est en expansion constante. Donc, les gens vont déjà en vacances de plus en plus loin par rapport à avant. Et c'est un phénomène très à la mode. Et tout le monde veut avoir la photo la plus proche possible de l'animal. Et, et donc, voilà, ça, c'est vraiment, ça augmente de plus en plus. Et les zoos également sont en augmentation. Bon, ils augmentent aussi, enfin, les zoos ont été critiqués euh, ces dernières années parce que les enclos étaient trop petits ou pour la gestion du bien-être animal, mais ils s'améliorent de plus en plus, ils font beaucoup de travail là-dessus. Et les zoos continuent à augmenter en nombre et en fréquentation. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que le zoo, c'est vraiment une sortie familiale très, très commune. Alors, ce tourisme de faune sauvage, il a des points positifs. Le premier, il est économique parce qu'on réverse de l'argent à des associations ou à des zoos qui entretiennent les animaux. Aussi, font en sorte que l'endroit où ils sont est préservé. C'est un soutien aussi aux populations locales parce que, en général, les guides ou les personnes qui travaillent sur place sont des locaux. Euh, et en fait, ça aide énormément beaucoup de projets de sauvegarde. Là, je vous ai mis un gorille parce que le fait qu'il y ait énormément de tourisme pour aller voir les gorilles des montagnes, donc en Ouganda, en République démocratique du Congo, ça a énormément aidé à leur préservation parce que ça a protégé des grosses zones. Et bien sûr, ça sensibilise les visiteurs, les touristes. Maintenant, on voit bien que dans les zoos, il y a toujours écrit si l'animal est en voie d'extinction, pourquoi est-ce qu'il est vulnérable. Enfin, ils font beaucoup plus de sensibilisation qu'avant sur ça. Et puis, ça permet de faire de la recherche. Tous ces endroits où on a accès, justement, un accès un peu privilégié aux animaux sauvages, bah, ça permet de faire des recherches comme celles que j'ai pu faire. Mais ça a aussi des points négatifs. Donc, le premier, bah, c'est le risque zoonotique. Donc, c'est les maladies qui sont transmises entre les humains et les autres animaux. Là, je vous ai mis, par exemple, les maladies plus communes qui peuvent être transmises entre primates. Donc, il y a quand même la rage, la fièvre jaune, Ebola. Et chez les gorilles des montagnes, par exemple, ils ont vu plusieurs cas de maladies respiratoires qui avaient été amenés par des touristes
qui étaient des maladies qui pour nous n'étaient pas graves, comme des petites grippes, mais qui en fait ont eu des répercussions très graves sur les gorilles. Et en fait, comme ça se transmet dans l'air, et ben, il n'y avait pas besoin d'être très proche pour le transmettre aux gorilles. Et pour le cas, par exemple, des macaques, il y a une étude qui a montré que 80% des macaques sont porteurs d'un herpès virus B, qui pour eux n'est pas grave, mais qui, chez l'homme, a un taux de mortalité de 70%. Donc, voilà. Un autre point négatif, bah, c'est les agressions directes des animaux vers les personnes pour avoir de la nourriture ou tout simplement pour agresser les humains qui se sont trop rapprochés. Et là, donc, je vous ai mis une photo du temple d'Uluwatu à Bali, où en fait, il y a un groupe de macaques crabiers qui a appris à racketter les visiteurs. Donc, ils leur prennent souvent des choses de valeur, des lunettes ou des appareils photo ou des portables. Et puis, ils les gardent et tant qu'ils ne reçoivent pas de nourriture, ils ne les rendent pas. Et bien, forcément, lorsqu'ils font ça, bah, ils agressent, ils poussent, ils griffent les touristes. Le troisième risque, c'est le nourrissage. Donc ça, il y a de plus en plus d'études qui montrent que nourrir les animaux sauvages, c'est mauvais pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'eux, ils ont tendance à préférer notre nourriture qui est grasse et sucrée. Et ça entraîne des problèmes nutritifs. Ça entraîne des comportements agressifs parce que les animaux deviennent agressifs pour avoir cette nourriture. Il y a aussi des problèmes de compétition entre les différents individus de la même espèce pour atteindre cette nourriture qu'ils veulent tous parce qu'elle est plus appétante. Et puis, ça change les comportements naturels. Donc, les animaux vont passer moins de temps à chercher leur nourriture de manière normale et en fait, ils vont passer plus de temps à avoir des comportements agressifs ou à être en compétition pour la nourriture. Le macaque que vous voyez dans la photo, il s'appelle Uncle Fatty. C'est un macaque à Bangkok et il était très connu sur les réseaux sociaux parce que tout le monde lui donnait à manger et donc il se retrouvait à tout le temps manger tout. Il est devenu totalement obèse, enfin d'une obésité, on peut dire morbide. Et, euh, et donc vous imaginez bien qu'un macaque comme ça, bah, il ne peut pas échapper aux prédateurs, il ne peut pas monter aussi facilement sur les arbres. Enfin voilà, tout va être changé pour lui. Mais les gens continuaient à lui donner à manger. Et le quatrième problème, c'est pour en général le bien-être animal, parce qu'on a vu que les touristes et la densité des personnes autour des animaux dans ce cas-là, bah, ça induit beaucoup de stress pour eux. Donc ils ont tendance à les bruits, le fait qu'il y ait des mouvements brusques, ça peut les gêner et à force, bah, ça induit un stress chronique. Donc dans la photo, là, il y a deux macaques berbères, donc l'espèce que j'ai étudiée. Euh, Ça, c'est une photo qui a été prise à Marrakech et c'est une place qui est vraiment connue pour ça, qui s'appelle Djema El Fna, où bah, il y a des sortes de dresseurs de macaques qui amènent les macaques et qui font payer des photos ou pour passer un petit temps avec les macaques. Alors, ils mettent que des jeunes, parce que les adultes, je pense que ce serait un peu trop dangereux. Euh, mais en fait, c'est des situations qui sont extrêmement stressantes pour les animaux. Ils sont pas du tout rassurés, déjà parce que normalement, ils vivent en groupe et là, ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc, c'est très stressant pour eux. Donc, le macaque berbère, c'est pardon. C'est un macaque qu'on retrouve dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas au Maroc, et également il reste encore quelques populations en Algérie, mais voilà, il faut savoir qu'il est en danger d'extinction. Donc là, sa population sauvage diminue de plus en plus. Et, il y a également une grosse population pour le coup qui est à Gibraltar, donc sur le rocher de Gibraltar, et c'est une grosse attraction touristique à cet endroit-là. C'est un macaque qui a une structure sociale assez complexe et ils vivent en groupe d'une dizaine d'individus, ça peut aller jusqu'à une vingtaine. Et en fait, comme c'est un singe qui est relativement peu agressif, enfin, et puis assez facile à avoir en captivité, il est enfin, il est présent dans de nombreux zoos européens. Hop. Donc maintenant, je vous explique un peu mieux l'étude que j'ai faite. Donc, le macaque berbère, c'est
une grosse attraction touristique, autant au Maroc, plutôt dans le Moyen Atlas, qu'à Gibraltar, et également dans les eaux où, en général, il est dans des enclos où il peut y avoir une communication rapprochée. Et en fait, il y a beaucoup de cas qui ont été rapportés d'agression de macaques vers les humains et de preuves de stress par les humains chez les macaques. Et alors, une étude qui a été faite par mon encadrante, c'est d'étudier l'interprétation par les humains d'une expression faciale qui est l'open mouth, donc la bouche en haut, celle que vous voyez dans la photo ici. Alors ça, chez le macaque, c'est une expression de menace, une menace légère, mais voilà, une menace. Donc ça peut aller jusqu'à l'agression si la personne, si le macaque en face ne se soumet pas. Et en fait, elle est très mal comprise par les humains parce que pour nous, ça n'indique rien. Il y a même des personnes qui trouvent que ça ressemble à un bisou. Donc, elle est mal comprise alors qu'elle est fréquente. Et parfois, en fait, elle est tellement mal comprise que les personnes l'imitent. Donc, en fait, voilà, mon travail se base sur ces données-là. Donc, moi, j'ai voulu étudier, en fait, quelles étaient les interactions qui étaient agressives entre les macaques et les visiteurs dans un zoo, qui émettaient des comportements qui étaient agressifs ou perçus comme agressifs, et quels étaient finalement ces comportements. Et également, comme il y a justement des cas où des personnes imitent les expressions, eh ben, on a voulu voir si les macaques réagissaient à des imitations de cette expression faciale, comme ils réagiraient si c'était un macaque qui la faisait. Donc pour ça, j'ai fait une étude dans un zoo qui s'appelle Terre de Singes, qui se situe en Seine-et-Marne. En fait, ils ont un très grand enclos qui s'appelle un enclos d'immersion, qui fait 15 hectares. Et dedans, il y a 45 macaques berbères. Et en fait, il faut savoir que dans tous les 15 hectares, les singes, ils sont complètement libres. Et en fait, c'est les visiteurs qui, eux, sont restreints à certaines allées par des rambardes qui sont... voilà. Donc là, vous pouvez voir dans la photo, donc il y a le chemin. Et en fait, les macaques peuvent très bien traverser les allées, ils peuvent monter sur les rambardes. Et ça, en fait, ça fait que il y a une communication, enfin, il y a un rapprochement qui est possible et donc aussi une communication par expression faciale qui est possible, mais aussi une agression qui est possible si jamais quelque chose se passe mal. Alors, il y a des consignes de sécurité à l'entrée du parc qui disent de ne pas courir, de ne pas crier, de ne pas fixer les animaux. Et à l'intérieur de l'enclos, il y a également des panneaux informatifs. Donc, moi, ce que j'ai fait pour mieux comprendre les comportements agressifs, les interactions et les types de comportements, j'ai fait des focos de 10 minutes, c'est-à-dire j'ai regardé un animal, un macaque pendant 10 minutes et je notais toutes les interactions qu'il y avait entre les visiteurs et ce macaque ou entre le macaque et les autres macaques. Donc, je notais tout ce qui était comportement brusque, enfin gestes brusques, les cris et également le fait de mettre le buste en avant ou juste la tête en avant de manière brusque. Ça, chez les macaques, c'est un comportement qui est agressif. Et donc, je regardais aussi ces comportements-là chez l'être humain. Et également, je faisais des récoltes de données ad libitum, c'est-à-dire dès que je voyais des comportements agressifs, je les notais. Et pour étudier mieux la réaction comportementale face aux imitations, j'ai préparé en fait des images d'humains qui imitaient les expressions faciales des macaques. Ensuite, on les a codées avec le fax des macaques et on a sélectionné l'humain qui imitait le mieux le macaque. Donc, c'est celui que vous voyez en photo. Ensuite, j'avais une boîte en bois que vous voyez aussi dans la photo. Et, euh, et donc, je filmais la réaction des macaques face aux stimuli, donc aux images. Ensuite, j'ai codé toutes les vidéos et j'ai fait des analyses statistiques pour voir les différences entre les différentes réactions comportementales. Et donc, je regardais tout ce qui était comportement de soumission ou alors comportement d'agression envers l'image. Et combien de temps ils restaient aussi en face de l'image pour voir si ça les gênait ou alors si l'image pouvait les stresser.
Donc là, je vous ai juste mis une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne en vrai. Alors, regardez le macaque en face. Voilà. Bon, je crois que plus tard, il va se rapprocher. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais au tout début de la vidéo, ça c'est une femelle, elle a fait un petit geste de la tête. Donc ça, c'est tout petit, mais c'est déjà un tout petit comportement agressif. Donc ça, c'est mes résultats. J'ai vu en fait qu'il y avait plus d'interactions qui étaient agressives des visiteurs vers les macaques que l'inverse. Donc, par interaction agressive, voilà, j'ai pris vraiment tout ce qui pouvait un peu faire peur aux macaques. Et, euh, et après, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent des comportements que les humains ne voient pas comme agressifs. Et alors, ces comportements agressifs, de la part des humains, c'était principalement ce que j'ai appelé des lunges, c'est-à-dire le fait de mettre très rapidement le buste en avant ou juste la tête en avant. Alors que de la part des macaques, c'était des OM, c'est-à-dire la bouche en haut, donc la menace avec la bouche en haut. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi parce qu'il y avait des rambardes. Donc ces rambardes, elles faisaient que les personnes, pour s'approcher de l'animal, allaient tout de suite le buste vers l'avant, sauf qu'ils le faisaient de manière assez brusque et que ça, c'était vraiment perçu comme une agression par les macaques. Et j'ai regardé aussi les différences entre les enfants et les adultes. Et en fait, c'est souvent les enfants qui ont des comportements agressifs de ce type, déjà parce qu'ils courent, ils crient, et comme en plus ils sont plus petits, bah, ils vont encore plus vouloir passer au-dessus de la rambarde pour voir les macaques. Ensuite, pour ce qui est des vidéos, euh, là, j'ai mis en fait, quand je dis comportement agonistique, c'est les comportements de soumission et d'agression. Et donc, ce qu'on a vu, euh, c'est que les macaques, ils avaient exprimé plus de comportements, donc de soumission et d'agression, devant la photo du macaque qui fait la mimique OM. Et ils ont également été plus stressés parce que le grattage, en fait, c'est un signe de stress chez les macaques. Euh, Ils ont été plus stressés devant l'image du macaque OM. Donc ça, c'est pour ce qui était significatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi vu que les macaques étaient quand même assez stressés devant l'humain neutre. Alors, ça, on n'a pas très bien compris pourquoi. Et on a vu aussi qu'ils réagissaient plus devant l'humain qui imitait la mimique OM, enfin par des comportements agressifs et de soumission, que devant l'humain qui était neutre. Donc, ils ont quand même réagi aux images. On dirait qu'ils ont quand même compris qu'il y avait une menace. Donc, ça nous a montré qu'il y avait des comportements agressifs des visiteurs vers les macaques, sauf qu'en général, les gens ne le savent pas eux-mêmes. Mais on peut se demander si les consignes de sécurité sont assez efficaces parce que c'était un petit panneau à l'entrée et en fait, on se rend compte que les personnes en fait, n'ont pas vraiment la notion déjà de la dangerosité parce que on a tendance à penser que les macaques sont des êtres assez gentils, mais en fait, ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc, s'ils nous agressent, ça peut être très grave. Euh, on a vu aussi que les enfants, en fait, étaient les premiers concernés, alors que c'est aussi ceux plus à risque s'ils se font agresser. Et moi, j'ai vu que les parents n'avaient pas l'air très inquiets en général lorsque les enfants criaient ou couraient, alors que les macaques, parfois, montraient vraiment des signes agressifs, sauf que bah, ils ne le comprenaient pas. Alors après, heureusement, dans un enclos comme ça, il y a toujours des soigneurs qui connaissent bien les macaques, les différents individus, et qui savent lesquels peuvent être un peu plus agressifs, et donc qui disent aux enfants de ne pas s'approcher de celui-ci ou de celle-là. Pour les résultats des vidéos, on a eu des résultats qui sont cohérents. On a vu qu'il y avait bien des réactions face aux images. On n'a pas vu autant de réactions
devant l'humain qui imitait que devant le macaque qui imitait. Et donc, on voudrait faire des tests avec d'autres stimuli, peut-être voir s'il y a une différence si on met une photo d'un enfant ou si on met une photo d'une femme, ou alors peut-être que la mimique, l'imitation de la mimique n'était pas parfaite. Parce qu'en fait, on a vu que, en fait, chez les macaques, il y a aussi les sourcils qui sont relevés lorsqu'ils font cette mimique, et ça, nous, on ne l'avait pas fait dans la photo. Donc, on a encore des choses à mieux comprendre. Donc, tout ça, bah, ça nous a donné des preuves qu'il y a une mauvaise communication entre les macaques et les humains. Donc, les humains ont tendance à sous-estimer, un peu déjà à sous-estimer le risque et à ne pas comprendre les messages de menaces qui sont envoyés par les macaques. Et alors que les macaques, à leur tour, bah, ils prennent comme des agressions des gestes qui ne sont pas forcément des agressions. Heu, Ça, pour notre part, bah, c'est dû justement à cette vision anthropomorphique, de penser que, les moyens de communication sont les mêmes, chez des primates vu qu'ils sont proches de nous, alors que pas du tout dans le cas des macaques. Donc il y a encore beaucoup de choses à chercher pour comprendre, bah, les causes voilà, les causes de risque pour la sécurité, et améliorer en fait le bien-être autant des touristes, que des animaux, qu'on va visiter. Et dans les zoos, il y a aussi encore du travail à faire pour améliorer le but pédagogique, hem et améliorer, voilà, aussi le temps peut-être passé avec les animaux parce qu'en fait en 5 minutes, on n'a pas le temps de assez observer l'animal pour, réussir à le comprendre. Donc voilà, moi j'espère pouvoir continuer ce travail et peut-être le faire aussi sur d'autres espèces de primates, mais j'ai vu qu'en tout cas dans le tourisme de faune sauvage, il y a beaucoup encore de choses à améliorer et ce serait bon autant pour les humains que pour nous. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions. Alors déjà, beaucoup de questions, Béatrice, merci beaucoup. Parmi les premières questions, c'était Christiane qui demandait, enfin qui disait, les humains par leurs expressions, leur communication faciale négative, de stress, de colère, de peur, de cris, peuvent-ils rendre malades les animaux? Alors malade, bah, en tout cas, bon ça c'est encore différent, mais moi je vois bien que je vois, c'est pas du tout scientifique, mais de ce que je vois dans la clientèle, je vois aussi que les animaux qui ont des propriétaires très stressés ont tendance à être plus stressés. Donc moi, oui, je pense que des personnes qui émettent tout le temps des expressions faciales, négatives Ouais. ça peut avoir une influence sur l'animal, oui. Et toujours dans cette relation entre l'homme et l'animal, il y a la question de Christiane qui poursuit en demandant: «Les touristes ne devraient-ils pas mettre des masques quand ils se déplacent en zone de faune sauvage pour ne pas donner ou recevoir des maladies?» Je croyais que c'était obligatoire. Et ben, je pense que là, ça se fait de plus en plus, hein, pour les zones où il y a, par exemple, des gorilles. Mais après, là où moi j'étais en zoo, on n'avait pas de masque. Bon, D'accord. après, c'était avant le Covid. Ouais, mais Maintenant, je pense que ça va changer et peut-être que ce sera beaucoup mieux accepté de porter des masques et que ça se fera mieux. alors il y a une question qu'a posée Yann Toinet et j'avoue que je me la suis posée également, qui est: «Le décodage des grimaces faciales peut-il se faire», c'est moi qui le rajoute, «en utilisant l'intelligence artificielle?» Est-ce qu'on utilise la Alors, je pense que ça peut se faire, par ordinateur. Je ne sais pas si pour tous les animaux, enfin, pour tous les fax qu'on a, mais je sais que maintenant pour les humains, ça peut se faire par ordinateur. Donc après par intelligence artificielle, oui. Oui, je pense que oui. Mais bon, pour l'instant, pour les singes, c'est encore, enfin, pour les autres animaux, je ne sais pas si ils ont mis ça. Mais en tout cas, il y a des systèmes de codage, automatiques pour les humains, il me semble, oui. Je sais que, par exemple, sur le terrain, dans des sanctuaires du Jane Goodall Institute, on utilise des capteurs dans certains cas très particuliers, qui permettent de voir des hausses de stress et
excusez-moi, des accélérations de rythme cardiaque, enfin différents Mmh. comportements qui peuvent être considérés comme non normaux et alerter l'attention des villageois autour et des gardes-parcs de façon à attirer l'attention s'il y a, par exemple, du braconnage ou un trafic illicite d'animaux sauvages. Et je sais qu'on l'utilise aussi avec les caméras trappes, c'est doublé aux caméras trappes pour Mmh. reconnaître des individus les uns par rapport aux autres. Après, c'est vraiment intéressant. Ouais. Une autre question qui a été posée par LLL France Réunion, qui demande: «Est-ce qu'un humain neutre est plus stressant pour l'animal parce qu'il est impossible de décoder ses intentions?» Est-ce qu'un animal neutre Oui, est plus attendez. un humain neutre, pardon, Mmh, et non, je pense pas. d'accord. C'est que ce serait plus stressant un humain neutre qu'un humain qui exprime, des émotions? Bah, quelque part, oui, c'était une question. Est-ce qu'on Mmh, peut pas décoder ses intentions? heu, moi je dirais que non. Après, il faut voir le cas par cas, mais je pense que non. Je pense qu'un humain énervé va être plus stressant. D'accord. Et Anna pose une question relative au masque, donc pour continuer, je crois qu'avec One Health et la Covid effectivement, puis toutes les maladies zoonotiques depuis 1975, les masques peuvent être intéressants pour éviter un OM réalisé de manière involontaire et ainsi éviter de stresser les singes. Et bah, ça, on s'est posé la question Oui, oui, et on Pardon. s'est posé la question et bah, moi j'y suis pas encore, retournée à terre de singe, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? c'est vrai que je devrais demander aux soigneurs si ça change. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que, heu, l'humain qui imitait, la mimique, heu, il le faisait qu'avec la bouche, il le faisait pas avec les yeux en général parce que c'était pas finalement une imitation parfaite et donc s'ils ont des masques, oui, il y a moyen en tout cas de diminuer ce problème. Ah, vous avez, enlevé votre micro. Pardon. Merci Béatrice. Je disais, pardon, qu'on avait 2 questions un petit peu miroirs. L'une qui demandait: «Que faire quand un macaque, pardon, grimpe sur vos épaules et pourquoi est-ce qu'il choisit tel ou tel adulte?» Et une deuxième de Marc Mo qui vous remercie pour votre intervention et qui demande: «Je voulais savoir quelle expression faciale doit-on adopter envers des macaques? Y a-t-il une expression particulière pour leur transmettre un message de fascination envers eux ou bien d'amitié?» Alors, si on savait bien les imiter, oui, on pourrait le faire, mais je suis pas sûre que en fait, il y a une expression qui s'appelle le lip smacking, où ils, heu, ils mettent très vite ils font comme ça et ça c'est amical et également ce qu'ils appellent le teeth chattering, où ils font comme ça, très vite, donc ils grincent un peu des dents, enfin ils et ça, comme s'ils mordaient très vite. Bon, en général, on le voit même pas, ils le font très vite entre eux et puis il y a un petit bruit et ça c'est amical en général. Ils le font quand ils se font des câlins ou des choses comme ça. Mmh, Mais je sais pas si on arriverait à l'imiter assez bien pour qu'ils le prennent bien. Donc le mieux en fait, c'est de rien faire, je pense. d'accord. Mais Et bon, si jamais vous voyez ça, vous saurez que c'est positif. Et c'est quelque chose qu'ils font entre eux et qui est positif. d'accord, et la dernière remarque peut-être avant de laisser, la conclusion de la fin à Jean-François Couraud, c'est LL France qui revient sur le point en disant: «Sur l'observation faite que l'image de l'humain, l'expression neutre était stressante, son hypothèse était que la neutralité ne donne pas prise. Elle ne permet pas de décodage possible». Ce que ce qui serait Oui, oui, non, mais effectivement, je suis pas sûre que ce soit plus ou moins stressant, en fait. Je j'ai pas de d'accord. mais bon, c'est possible que ce soit moins, oui, peut-être.
Avant que Jean-François ne fasse la conclusion, je voulais vous remercier encore, Béatrice, vraiment. Et, Merci à et- vous. et je laisse à Jean-François l'honneur, comme toujours, de faire une conclusion. Ou pas. Non, je rigole. Il n'a pas son micro, ouais. Ah, d'accord. Ah. Jean-François, on ne t'entend pas, tu n'as pas activé ton micro. Alors, je cherche, je ne le vois pas. Voilà. Oui, j'avais mis que la caméra, effectivement. Bon, ça me fait l'occasion de vous dire à nouveau, Béatrice, que je suis content de vous retrouver à cette Moi aussi, ça me fait occasion plaisir. et d'avoir pu effectivement voir que ce travail avait été bien étudié, bien mis en œuvre. Ce n'est pas un travail facile. On a toujours l'impression que ces études d'éthologie, finalement, sont toujours assez modestes parce qu'on n'étudie que quelques éléments. En fait, derrière, il y a tout un travail de dingue pour vraiment que ce soit ensuite exploitable en matière de production de données. Donc, véritablement, j'ai vu combien vous aviez été attentive à la mise en œuvre de votre travail et vous en félicite. Je vous remercie aussi d'avoir fait tous ces rappels généraux. Évidemment, on ne peut pas tout dire, mais vous l'avez fort bien dit en peu de temps, sur la communication entre les animaux, y compris nos animaux familiers, et l'humain. Et cette difficulté qu'il y a à se comprendre. Et Dieu sait si tous les propriétaires d'animaux de compagnie, dont je suis, hein, et nous sommes là presque tous, je pense, des propriétaires d'animaux de compagnie, ont du mal, même en connaissant bien leur animal favori, ont du mal à décrypter ce qu'il veut dire. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on renvoie comme image à nos animaux qui sont parfois totalement déconcertés par la façon dont on se comporte, alors qu'on a l'impression d'être maître de ce que l'on fait. Ça m'a renvoyé évidemment cette difficulté de communiquer entre deux espèces pourtant très voisines ou relativement voisines, à la difficulté de communiquer déjà entre humains. Et après tout, on a aussi, nous, du mal à décrypter, au-delà du langage verbal, le langage d'expression. Hein. Et si on savait mieux comprendre ce que nous envoie comme message notre interlocuteur par ses expressions, notamment faciales, sans doute on éviterait parfois des incompréhensions qui peuvent se développer de façon là aussi agressive. Vous avez attiré notre attention, et c'est important, sur le risque d'anthropomorphisme. Donc là, c'est permanent. C'est permanent. Oui, et toujours. C'est normal, mais... Même les biologistes, même les vétérinaires, je veux dire, la première tendance de l'humain, c'est avoir une interprétation anthropomorphique de ce qu'il observe. Ensuite, il faut se corriger, évidemment, et se reprendre pour vraiment voir les choses plus justement. J'ai noté, mais comme je pense tous les auditeurs et auditrices, les abominables comportements déviants de ces macaques asiatiques. C'est terrible de voir ça et ça nous renvoie à notre responsabilité, j'en parle chaque fois que je peux, vis-à-vis de la faune sauvage, quelle qu'elle soit, y compris et peut-être à commencer par celle avec laquelle on vit et de façon parfois très proche, hein, simplement les animaux qui nous entourent. Et là, lorsqu'il s'agit effectivement de tourisme et de loisirs, c'est absolument abominable de constater combien notre comportement est léger vis-à-vis de ces animaux et irresponsable. Puisque j'ai le privilège de fermer la séance, je vais quand même vous poser ma question. Vous avez abordé un petit point qui m'a vraiment spécialement intéressé. C'était, je me suis demandé donc si le seuil de déclenchement de l'agression potentielle, hein, du macaque envers l'humain dépendait alors de l'intensité de la mimique de l'humain, sa façon d'exprimer la mimique, de la répétition de la mimique. Donc, on insiste sur une mimique. Si on ajoute à cela un autre geste, peut-être la main ou peut-être le corps, et je me demandais aussi s'il y avait, parce que ce sera le cas, une variabilité individuelle en matière de réponse à nos signes interprétés mal par les macaques. Ah oui, alors... Est-ce qu'il y a une variabilité individuelle dans leur sensibilité à nos comportements? Alors,
Je vais essayer de reprendre tout dans l'ordre. Déjà, je pense que c'est la répétition, beaucoup des menaces, des agressions qui peut, déclencher une agression. Parce qu'en fait, même entre eux, souvent, par exemple, la mimique bouche en haut, ça va pas être directement aller vers une grosse menace. Ça, c'est les macaques berbères, c'est des macaques plutôt tranquilles. Je pense que d'ailleurs, d'autres espèces de macaques, on ne pourrait pas les mettre dans des enclos, comme ceux-là. Il y en a qui sont beaucoup plus, réactifs, qui ont aussi une hiérarchie beaucoup plus fixe et qui du coup, dès qu'il y en a un qui remet en cause la hiérarchie, et bah, tout de suite, il se fait remettre à sa place. Alors que chez les macaques, c'est un peu plus fluide. Donc, ils vont rarement agresser tout de suite. Par contre, ils vont tout le temps se faire des petites menaces pour se rappeler à l'ordre, en fait. Donc, c'est plus c'est plus la répétition, si on insiste, qui fait qu'il peut y avoir un risque. C'est pour ça aussi que dans cet enclos, bah, assez vite, les soigneurs, ils disent: «Arrêtez, continuez votre chemin». Donc, on arrive rarement à des grosses, à des vraies agressions. Après, par rapport à l'individu, oui, il y a des individus qui vont être beaucoup plus réactifs. En plus, dans le zoo où j'étais moi, il y a 4 groupes de macaques et il y en a un, c'est un groupe issu du trafic animal. Donc c'est des macaques qui ont été, bah, par exemple, pris, très jeunes, séparés de leur famille, qui ont vécu tout seuls, qui n'ont pas forcément tous les codes entre eux aussi. Donc ils ont des problèmes comportementaux dans le groupe, ils s'entendaient très mal avec les autres groupes et ceux-là, bah, ils avaient été parfois frappés par des humains et donc ils étaient beaucoup plus réactifs. Donc dès que et c'était ceux-là que les soigneurs, contrôlaient beaucoup parce que dès qu'en fait on les agressait un petit peu, ils pouvaient être agressifs et comme les macaques s'aident entre eux, si c'est une femelle qui est un peu petite, elle va pas agresser, elle va appeler tous les autres macaques de Mhm. son groupe pour agresser tous ensemble ou pour au moins, menacer. Voilà. Bon, je vous remercie vraiment encore de nous avoir consacré cette heure, hein. C'était une belle occasion de Bah, merci à s'aventurer vous. sur les chemins parfois tortueux de l'éthologie. On n'imagine pas à quel point cette science a pu apporter notre compréhension de l'animal. Bon, Jane Goodall a été certainement une immense vulgarisatrice et une Mmh. pionnière en la circonstance. Bah, écoutez, vous êtes une digne héritière de Jane Goodall. C'est Bon, beaucoup ça. elle en a produit quelques-unes, mais vous en êtes. Merci. Donc, merci pour ce parcours, hein. C'était vraiment très, très agréable d'avoir cette soirée avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Galit, on parle de nos prochains rendez-vous? Avec grand plaisir. On a plusieurs prochains rendez-vous. Le premier, vous en parliez à l'instant tous les deux de Jane qui nous fait... Alors, le prochain rendez-vous, c'est avec Manon Tissidre, plus important. Ça va être également une conférence que je pense absolument passionnante dans 2 semaines. Rendez-vous tous ensemble pour l'écouter, ça sera très intéressant. Et dans 1 mois, nous aurons également le docteur Jane Goodall qui fera une conférence. Cette conférence sera traduite de façon simultanée et je me permets de le dire à titre exceptionnel, Faune Alfort et le Jane Goodall Institute ont pris la décision de vous demander, si vous le voulez bien, de contribuer à hauteur de 5 € pour cette conférence. On sait que c'est beaucoup, mais en fait, c'est de l'argent qui va aller intégralement pour 7 projets de terrain de protection de la faune sauvage, une campagne que nous menons conjointement sur Bluebees. Vous pouvez le retrouver, ça s'appelle le Réveil des forces sauvages et on essaye de soutenir ces merveilleuses associations dont Faune Alfort, ces héros de l'ombre qui sont si importants, si utiles et dont on a absolument besoin. Et afin de sensibiliser le plus grand public, que vous n'êtes pas vous qui êtes en conférence avec nous ce soir, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne réalisent pas combien la faune sauvage en France a besoin d'être protégée, à des enjeux, à des menaces, fait face à des menaces, pardon. Et c'est pour ça que nous organisons un week-end pour les franciliens d'entre vous qui souhaiteraient nous retrouver chez Good Planet. On espère vous y retrouver nombreux. Vous trouverez énormément d'intervenants passionnants, dont Jean-François, qui sera présent, Faune Alfort qui nous prépare un merveilleux atelier sur quels sont les gestes de premier secours à avoir face à un animal blessé. Vous pourrez retrouver
des conférences sur le rewild, etc. Voilà, l'agenda est assez complet. Je suis sûre que Mélanie va mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous serons très heureux. Mais Béatrice, c'est à vous que je m'adresse. Merci infiniment. Félicitations pour votre travail, pour votre prix. Et jeunes chercheurs qui nous écoutez, c'est bientôt la clôture du second prix du jeune chercheur, du Jane Goodall Institute, dont Jean-François fait partie des membres du jury. N'hésitez pas à nous envoyer vos projets de recherche. On est toujours passionnés par les lire et les mettre en avant. Et le week-end se déroule, on me demande quand se déroule ce week-end, c'est samedi et dimanche, le samedi 16 et dimanche 17 octobre, chez Good Planet, dans le Bois de Boulogne à Paris. Et désolée, je sais, c'est très francilien, mais à très bientôt dans toutes les régions, nous l'espérons. Est-ce que j'ai tout dit, Jean-François? Eh bien, j'ai bien fait attention, oui. D'accord. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci encore, Béatrice. Au revoir, Galit. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci, Au à revoir. très bientôt. Merci à tous.